sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sur le front climatique, le podcast des chercheurs et chercheuses de l'Observatoire Défense et Climat. Je m'appelle Mathilde Jourde, je suis chercheuse à l'IRIS, responsable du programme Climat, Environnement et Sécurité et co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Grunewald pour évoquer les conséquences environnementales des conflits et particulièrement celles liées à la guerre en Ukraine. Bonjour François Grunewald et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. François, vous êtes ingénieur agronome de formation, vous travaillez depuis plus de 35 ans dans l'action humanitaire et avez effectué de nombreuses missions de terrain dans de nombreuses zones de crise. Vous avez fondé et vous avez présidé le groupe URD Urgence Réhabilitation Développement, un réseau de recherche et de formation sur les crises et les pratiques humanitaires depuis 1993. C'est dans ce cadre que vous effectuez actuellement une mission de terrain en Ukraine qui a pour objectif principal d'étudier les conséquences des combats entre Russes et Ukrainiens sur l'environnement. Vos travaux récents s'attachent également aux interactions entre risques climatiques et conflits. Alors sans plus tarder, j'aimerais commencer avec une première question assez générale, François, et savoir depuis quand est-ce qu'on s'intéresse à l'empreinte environnementale des guerres ? Alors on pourrait aller très très loin en arrière dans des premières confrontations où on a utilisé les questions environnementales dans les conflits, brûler les forêts, brûler les zones agricoles, on fait partie trop souvent des pratiques des acteurs du conflit depuis le Moyen-Âge, donc c'est en fait très ancien qu'on voit ces choses-là se passer. On a vu la première guerre bactériologique se créer pendant la guerre de Crimée où des moutons ayant la peste étaient envoyés par-dessus les rambardes et ça a amené la peste noire en Europe. Donc voilà, ces questions-là sont connues. On a commencé vraiment à travailler là-dessus et à prendre conscience de ça après la Première Guerre mondiale. René Dumont, qui avait 10 ans au début de la Première Guerre mondiale, raconte dans ses mémoires comment il avait été terrifié de voir tous ces terroirs bombardés, ravagés par les bombardements. La question a pris ensuite plus d'importance quand on a commencé à regarder que des armes étaient produites pour justement s'en prendre à l'environnement, et ça a été notamment sur la guerre du Vietnam, où en fait l'armée Viet Cong utilisait les crêtes des montagnes de forêt pour approvisionner les fronts du sud, et c'est ce qu'on appelait la piste Ho Chi Minh. Et les Américains ont largement essayé de déforester toute cette zone-là avec du napalm, avec l'agent orange, et ce qui a été la première grande utilisation moderne de l'environnement comme une arme de guerre. Et depuis quand est-ce que vous vous êtes intéressé à ces sujets ? Comment est-ce que vos travaux sur ces thèmes-là ont-ils démarré ? Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus sur le Cambodge, parce qu'en fait, une partie du Cambodge avait été terriblement bombardée par les Américains. Toute la partie de Preveng, toute la partie qui va vers le delta, était un espèce de patchwork de trous d'obus. Et quand on y passait pour faire des enquêtes avec les paysans, ils nous disaient attention, allez pas par là parce qu'il y a encore des choses non explosées. Et on voyait tous ces dégâts terribles. Et puis ensuite, alors, il y a eu tous ces minages au Cambodge qui ont été mis en place par les Khmers rouges, par les troupes vietnamiennes, par tous les gens qui avaient besoin d'utiliser les mines comme armes. Et en fait, les mines ont cette particularité de protéger l'environnement, ce qui est assez étonnant. Et on a vu en fait avec la fin de la guerre et après l'accord de paix, on a vu en quelques années le front forestier repartir à toute vitesse vers le nord et vers l'ouest du Cambodge, avec la déforestation massive qui était faite avec les entreprises chinoises et thaïlandaises. Et avec donc d'un seul coup, l'érosion a repris et le grand lac du Cambodge, le Tonlé Sap, maintenant commence à être menacé par toutes ces alluvions qui viennent des zones qui finalement ont été remises dans le commun spéculatif par la fin de la guerre. Donc voilà, c'est des jeux complexes. Et donc j'ai commencé à regarder ça. Après, donc en Somalie, en Angola, ça a été quelque chose que j'ai regardé aussi avec beaucoup d'intérêt. La pratique des périmètres de sécurité en Angola, dans lequel les zones sont minées, la guérilla est présente, ce qui oblige les paysans à surutiliser les quelques terres qu'ils ont. Et à la fin, ça fait des sols complètement dégradés dans lesquels les gens n'arrivent plus à produire. Donc là, c'est obliger les gens à transformer et à dégrader leur environnement comme arme de guerre. Donc ces choses-là m'ont beaucoup intéressé. Et puis évidemment, l'arrivée de la guerre en Ukraine
et toutes ces formes a été quelque chose de très, très clé dans mes réflexions. Et justement, vous parlez de la guerre en Ukraine. J'aimerais qu'on revienne sur, ce sujet-là plus spécifiquement. Est-ce que vous pourriez nous décrire, dans les grandes lignes pour commencer, les conséquences sur l'environnement des combats depuis le début de l'invasion russe, en Ukraine? Alors, d'abord, on pourrait dire, il y a 4 grandes catégories d'impact des combats. Le premier, c'est l'impact, je dirais, direct, lié aux destructions et tout ce que ça relâche dans l'environnement, des gaz, des débris, des produits chimiques, des, de l'amiante, puisque beaucoup de toits des anciens habitats de la période soviétique étaient en amiante. Donc voilà, ça relâche beaucoup de choses sur les lieux d'impact. Et ça relâche aussi beaucoup de choses sur les lieux de départ des bombes, hein, les canons, relâchent, des gaz, relâchent des morceaux de ferraille, et donc il y a toute une contamination, qui est directement liée à la fois au départ et à l'arrivée, des obus et des missiles. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que, dans ces conflits complexes où les hommes essayent de se cacher, profiter de l'environnement, de la forêt, des buissons pour se camoufler, il y a des pratiques, alors faites par les 2 côtés, hein, de brûler la forêt. Il faut débarrasser l'ennemi de tout ce qui peut l'abriter, et Sun Tzu disait depuis très longtemps: «Connais ton environnement pour pouvoir en profiter». Et bah, là, c'est connais ton environnement pour le détruire, pour éviter que l'autre puisse en profiter. Donc on a cette attaque sur, les dynamiques, les champs, les forêts, et cetera. Un 3e impact, qui est tout ce qui tourne autour des mouvements du matériel, blindé, le matériel lourd, hein, qui donc a sur les sols, a des effets assez dramatiques de compactage, de transformation de belles parcelles en zones d'ornières. Donc voilà, tout le mouvement, de ces gros matériels a un impact assez négatif sur les champs, sur tout ce qui est les endroits où ils se baladent. Alors avec le fait qu'en Ukraine maintenant ça se balade beaucoup moins entre guillemets avec les drones, et donc les dégâts, sur les zones agricoles se limitent un tout petit peu parce que les choses bougent beaucoup moins. Après il y a donc, quelque chose de très particulier qui est l'utilisation vicieuse d'atteinte à l'environnement pour la guerre. Donc il y a eu d'une part, les bombardements sur les barrages, hein, le fameux barrage de Nova Kakhovka, qui a été quelque chose d'assez terrifiant dans son impact, humain, économique, mais sur l'environnement aussi. Mais il y a eu plusieurs fois des relâchers de produits toxiques dans des rivières, venant de Biélorussie, qui se terminent par des centaines de poissons morts, dans les cours d'eau, ukrainiens. Donc voilà, donc là, c'est vraiment l'utilisation mortifère d'attaques sur l'environnement comme arme de guerre. Et puis après, il y a tout ce qui vont être les impacts sur la longue durée. Les impacts sont sur la longue durée. Bah, d'abord, les millions de mètres cubes de débris urbains, qui sont souvent eux-mêmes, porteurs de plein de produits chimiques. Je mentionnais, les peintures, le plâtre qui est rejeté dans l'environnement, ou l'amiante. Mais ça va être très, très difficile à gérer parce que, autant après un tremblement de terre où le fer à béton est à peu près tordu et on peut le sortir, et après on peut faire du broyage des débris, éventuellement en recycler une partie. Quand on est sur du contexte urbain détruit, par la guerre, c'est beaucoup plus difficile. D'abord, il y a beaucoup de munitions non explosées qui restent, heu et autant une des armées va attaquer en bombardant massivement et en laissant des munitions non explosées, l'autre armée, éventuellement, travaillera plutôt sur des pièges, des cages, des booby traps, et cetera. Donc ça fait des masses énormes de débris extrêmement dangereux. Et d'autant plus dangereux que, le fer à béton en zone bombardée, c'est fait des milliers de petits morceaux de fer à béton, et donc la décontamination à la poêle à frire, hein, au détecteur de métaux, ça ne marche pas. Donc il va falloir d'autres méthodes qui vont être des outils très lourds, là encore très consommateurs de diesel, donc avec fort impact aussi, pour pouvoir déblayer, à la fois faire exploser et ensuite broyer. Donc là, il y a cet élément-là qui est assez majeur. Et puis peut-être, on en parle, actuellement avec toutes ces crises, sur l'énergie, hein. C'est un sujet sur lequel
Je travaille depuis fin 2022, début 2023, où on a fait pas mal de rapports là-dessus. C'est vrai que détruire des réseaux énergétiques, ça veut dire que les gens vont se rabattre sur les générateurs. Et alors, il y a aussi beaucoup d'efforts sur le solaire qui sont faits, beaucoup d'efforts sur le stockage en batterie, mais c'est quand même beaucoup des générateurs, et les générateurs, bah, ça pollue terriblement, quoi. Donc voilà, c'est une gamme d'impacts. Il faudrait rajouter le fait que pour se défendre, les Ukrainiens détruisent les installations énergétiques de commerce du pétrole et du gaz russes, et que ça fait aussi des grandes fumées, des grandes incendies, voilà, des risques majeurs sur l'environnement côté russe cette fois. C'est intéressant parce que vous soulignez vraiment le panel extrêmement large d'impacts qui existent. Ça peut être des impacts directs, ça peut être des impacts indirects. Certains sont discernables plus facilement que d'autres. Donc, vous avez souligné beaucoup de sujets. On reviendra sur certains après. J'avais une question d'ordre peut-être un petit peu plus méthodologique. Je me demandais comment est-ce que vous aviez accès, comment est-ce que vous faisiez votre recherche pour déterminer quels sont les impacts environnementaux des conflits, parce que c'est une collecte de données qui est évidemment compliquée en lien avec les terrains dans lesquels vous allez être. Donc, comment est-ce que vous avez accès à ces informations? Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. D'abord, il y a beaucoup l'observation et la discussion et la rencontre. Donc là, c'est plutôt des outils des sciences sociales, hein, plus de l'observation qui joue. Ensuite, donc les Ukrainiens sont très, très vite rentrés sur cette dynamique-là, à la fois les ONG ukrainiennes. Donc il y a plusieurs ONG ukrainiennes qui se sont mobilisées pour faire de la collection d'informations de la collecte d'informations sur ces risques environnementaux, et de même le gouvernement lui-même s'est mobilisé là-dessus. Alors quand j'ai présenté un petit peu ces questions-là au forum légal de Kharkiv en 2024, était à côté de moi le responsable de recherche ukrainien, du laboratoire de recherche ukrainien sur les questions de médecine légale. Donc lui, il travaillait beaucoup sur tout ce qui était la clarification de tout ce qui est crime contre l'humanité, crime contre crime de guerre. Mais en fait, on a beaucoup discuté méthode, parce que finalement, une grande partie des méthodes que lui utilisait pouvaient être aussi utilisées pour repérer, qualifier, quantifier des crimes sur l'environnement. Et notamment, l'utilisation de l'imagerie satellite, la collecte de gaz au-dessus des sols, la collecte qui peut se faire avec des drones, donc plein d'outils qui sont en train de développer, plutôt spécialisés en forensique, hein, en médecine légale, mais dont une partie peut être utilisée aussi pour la qualification et la quantification des impacts sur l'environnement. Alors après, donc, il y a des endroits où c'est un peu problématique, parce que la dégradation de l'environnement, elle date pas de la guerre, hein. Hein, la période soviétique avait été très difficile pour l'environnement dans toute l'ex-Union soviétique, et quand on est à côté des grandes zones industrielles de Zaporijia, proche du Donbass, etc., on creuse un petit peu, on s'aperçoit que les sols sont complètement contaminés de ce qu'ont été les fumiers de l'industrialisation et de l'extraction du charbon et de l'industrie du fer soviétique dans toute cette zone-là. Et donc, il y a déjà des impacts très importants qu'il est important de prendre en compte. De même, les pratiques de l'agriculture soviétique, hein, moi, ce que j'appelle la grande agriculture socialiste scientifique standardisée de masse, n'étaient pas du tout bonnes, ni pour les ressources en eau, ni pour les haies et les bois. Et donc il y a eu beaucoup de dégradation là-dessus, et donc ces choses-là sont aggravées par, à la fois donc le conflit, hein, donc des endroits où les champs étaient déjà très abîmés et se trouvent encore plus abîmés avec le passage des tanks, des ressources en eau qui avaient été raréfiées à cause de l'hyper-irrigation de la période soviétique, se trouvent encore plus diminuées avec les bombardements sur les stations de pompage, les réseaux de transfert de l'eau, etc., plus les barrages. Et puis avec ce qu'on voit arriver depuis une dizaine d'années maintenant, qui est l'impact du changement climatique, qui rentre comme dynamique nouvelle et assez inquiétante sur l'environnement ukrainien. On reviendra sur cette notion de crime de guerre après, en lien avec l'empreinte environnementale des conflits. Avant ça, je voulais discuter à nouveau de l'instrumentalisation qui va être faite de l'environnement, comme vous aviez expliqué précédemment.
pour revenir sur la manière dont certaines infrastructures sont volontairement ciblées de manière tactique dans le cadre des combats. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes en particulier sont la cible d'attaques russes. Vous avez parlé d'un certain barrage ukrainien qui a été ciblé l'année dernière, je crois. En quoi est-ce que ces attaques sont-elles volontaires et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que c'est perçu comme un outil stratégique justement? Alors, la plupart des cartes, des réseaux, hydrauliques, des réseaux de barrages producteurs d'électricité, des grandes stations, de production d'énergie thermique ou électrique sont connues des soviétiques parce que c'est les cartes de l'Union soviétique et donc ils savent très bien où taper, où faire mal. Et donc, cibler, la grande centrale de production de chaleur de Kharkiv, c'est pas au hasard. Ils savent où elle est, c'est cric-tac. Donc, ils la détruisent. L'explosion du barrage de Nova Kakhovka, il a été, déclenché par ça a pas été bombardé, c'était des mines qui étaient mis en place, qui ont été déclenchées à distance. Donc voilà, donc c'était vraiment voulu et cetera pour faire mal, pour, faire froid, pour couper l'eau, pour couper l'énergie, pour, couper la possibilité des hôpitaux de fonctionner, voilà, c'est vraiment fait pour faire mal, heu et donc la chance, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai aussi pas mal bossé, c'est que d'une part alors les 3 derniers hivers ont été assez doux et donc l'impact, du froid a pas été trop terrifiant, alors que ça aurait pu, hein, donc c'est resté à des -5, -6, alors que des fois ça descend à -30. Le gouvernement ukrainien a très vite réagi, à la fois en mettant en place des brigades de réparation et en installant un petit peu partout ce qu'ils appellent les points d'invisibilité. Donc en fait, des bunkers organisés pour qu'il y ait un petit générateur pour que les gens puissent se réchauffer, recharger leurs batteries et cetera. Et puis l'aide internationale a quand même beaucoup mobilisé à la fois, les grandes organisations internationales, mais beaucoup les citoyens, qui ont envoyé des milliers de générateurs à travers toute l'Ukraine pour permettre que, mais ça, voilà, c'est de nouveau de la fumée, du bruit, de la pollution, alors que ça aurait pu être fait autrement. De la même façon, alors c'est pas pour rendre la vie des Russes difficile, mais c'est pour rendre l'économie, russe, plus fragile. Les Ukrainiens tapent aussi les terminaux gaziers, les terminaux pétroliers, les grandes unités de traitement, de produits, pétroliers aussi, en Russie. Alors c'est pas le même but. Les Ukrainiens font très attention de ne pas toucher des infrastructures civiles ou de ne pas toucher des infrastructures qui auraient un impact sur la vie civile. Ils ne tapent que ce qui a un impact sur le commerce. Ils font très, très attention là-dessus. Alors que, les Russes tapent sur les infrastructures qui vont être des clés à la survie des populations et ça, c'est voilà, c'est crime de guerre. On parle des conséquences long terme sur le plan environnemental, mais c'est aussi un ciblage qui va avoir des conséquences sociales, sanitaires et économiques. Est-ce que vous pourriez nous en parler aussi? Alors, les bombes, ça fait des morts, hein, ça fait des blessés, donc c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. D'ailleurs, avec un élément environnemental assez intéressant, sur lequel justement je suis en train de sortir un rapport qui est, heu, dans la période soviétique, il y avait surutilisation des antibiotiques, qui a continué maintenant. Les blessés qui viennent des zones de front ont en général des plaies extrêmement souillées et donc la solution, c'est remettre de l'antibiotique, large spectre et on se trouve maintenant dans un contexte ukrainien sursaturé en, bactéries multirésistantes et que ça, c'est un vrai problème environnemental c'est de la santé publique environnementale qui est comment on gère, des infrastructures hospitalières, comment on lutte contre les infections nosocomiales qui sont un problème environnemental à l'intérieur de l'hôpital. Donc c'est un élément qui est particulier, qui est assez peu connu, assez peu je crois que le rapport que je fais, c'est un des premiers rapports qui touche cette question-là, depuis le début de la guerre et voilà, la santé environnementale, c'est aussi un élément un peu clé. Après, bah, ça fait que, des gens, ont froid, des gens, alors ne meurent pas de froid parce qu'il y a pas eu de mort de froid, parce qu'il a pas fait trop froid, mais les ressources en eau se dégradent parce que, la pompe ne marche plus ou il y a plus d'eau, au niveau de l'endroit où elle devait prendre parce que le barrage a été, cassé. Donc, d'un seul coup, on se retrouve avec des problèmes de qualité de l'eau et toutes les maladies, qui peuvent arriver là-dessus. Donc, voilà, donc c'est multiforme
à la fois donc en santé directe et en dégradation assez dramatique des conditions de vie des populations. Je voulais revenir aussi sur un sujet dont on a parlé il y a quelques minutes, la question des changements climatiques. Donc l'Ukraine, comme tous les autres pays du monde, est également affectée par ces changements climatiques. Et j'aimerais savoir la manière dont la guerre et les combats actuels participent à l'aggravation de ces changements climatiques. C'est pas les mêmes impacts environnementaux euh, dont on parlait au début de notre conversation, mais il y a aussi un impact et est-ce qu'on arrive à le quantifier? Comment est-ce qu'on peut le déterminer? Il est en amont, il est aussi en aval? Comment est-ce qu'on travaille sur cette question? Alors plusieurs choses, hein. D'abord le changement climatique en Ukraine, c'est une remontée progressive vers le nord des fronts chauds et secs. Donc ça, c'est un premier point et donc ça va vouloir dire, faire complètement changer les pratiques culturales, il faudra des nouvelles variétés, il faudra des nouveaux assolements. Donc là, il y a un vrai enjeu, qui va être compliqué à mettre en place parce que, ce que j'avais appelé tout à l'heure la grande agriculture socialiste, scientifique, standardisée de masse a été remplacée par une grande agriculture capitaliste, scientifique, standardisée de masse où il y a finalement assez peu de paysans et beaucoup d'ouvriers agricoles qui conduisent des machines. Et cette agriculture, elle est pas nécessairement, prête à faire les sacrifices, à moyen terme de baisser sa productivité pour, assurer sa durabilité. Voilà, donc ça, c'est un enjeu, complexe, hein. Les hedge funds, qui financent, ces grosses compagnies, de production agricole, heu, le moment où ça devient moins rentable, ils lâchent, alors que c'est le moment où il faut investir pour faire de la recherche, produire de nouvelles variétés, bon, là, il y a un enjeu. Le deuxième élément, c'est que, les villes soviétiques avaient cette caractéristique d'avoir beaucoup d'espaces boisés en interne. Il y avait beaucoup de parcs, il y avait beaucoup d'allées avec des arbres. Donc ça, c'est nous qui découvrons les pieds à fraîcheur dans nos villes. C'est quelque chose qui existait, beaucoup quand même dans les villes soviétiques, même dans les quartiers, ouvriers. Par contre, l'habitat était pas du tout, isolé, l'énergie étant gratuite, c'était pas la peine d'isoler ni contre la chaleur, ni contre le froid. Et là, c'est d'un seul coup, on découvre qu'il va falloir faire ça et on découvre qu'en fait, toutes les villes détruites, seront, l'occasion d'un enjeu majeur, d'une nouvelle, architecture urbaine qui prenne en compte les enjeux d'isoler et contre le froid et contre le chaud. Puisque les derniers étés à Kiev, hein, sont des étés qui ont dépassé où il y a eu qu'on rentrait en mode canicule, hein, en mode, vague de chaleur avec plus de 10 jours au-dessus de 35°, des choses qu'on ne connaissait pas avant et des choses qui deviennent encore plus dures quand, il y a plus d'eau, quand les vieilles dames doivent monter, au 8e étage dans leur immeuble alors qu'il y a pas d'ascenseur, parce qu'il y a pas d'électricité. Voilà, donc ça crée des dynamiques, complexes et puis l'autre élément, c'est que c'est vrai que les pratiques, de feu, qui font partie des modalités de conduite des opérations, c'est ni bon pour la forêt, c'est ni bon pour la protection contre le soleil, ça fait voilà, donc on se retrouve avec des molécules, fines en suspension en grande quantité, ce qui est, un facteur accélérateur des impacts du changement climatique. Et je lisais aussi dans un rapport que la destruction des infrastructures est également fortement émettrice en lien avec la reconstruction et les matériaux qui doivent être utilisés après pour, Alors, reconstruire, ces dans bâtiments. voilà, alors une des questions qu'on voit souvent, c'est, reconstruire, c'est du béton et on sait que le béton, c'est extrêmement mauvais pour l'impact environnemental, pour l'empreinte carbone. Les Ukrainiens sont en train de regarder, il y a toute une culture de la construction en bois, mais qui dit construction en bois dit peut-être moins de consommation d'impact carbone sur le béton, mais plus de déforestation, voilà, donc là, on est sur des choses très dialectiques. Le Pour moi, voilà, ces choses-là sont complexes. Pour moi, un exemple, assez étonnant autour de ça, c'est qu'en effet, donc la destruction du barrage de Nova Kakhovka a été une catastrophe environnementale et maintenant sur le fond du barrage, on voit la forêt de saule qui revient avec des oiseaux qui n'étaient plus là, avec des insectes qui n'étaient plus là, voilà. Donc de la même façon que les mines protégeaient, les forêts cambodgiennes, heu, c'est horrible à dire, hein, mais voilà. De même que la disparition du barrage a fait revenir une forêt qui n'existait plus depuis, 50 ans, quoi.
Oui, en fait, on voit que le retrait de l'homme permet à la nature, en quelque sorte, de reprendre un petit peu, Voilà, ses droits dans quelques espaces, exactement. notamment ceux impactés, par les conflits. Voilà, donc voilà, alors évidemment, on souhaite que le barrage se remette à fonctionner, mais ça va être tant pis pour les saules. Faut, on souhaite que le on est content que les mines aient été enlevées du Cambodge et là, il faudra les enlever aussi de beaucoup de zones, d'Ukraine, même si elle peut avoir un rôle protecteur de l'environnement, mais que voilà, il y aura du travail de fond à faire sur ces questions-là. Et face, à ces dégradations, environnementales et climatiques, mais surtout environnementales, quelles sont les conséquences pour les armées, ukrainiennes, dans la poursuite et la conduite des opérations? Alors, bon, d'abord, 1er point, c'est que, la protection de l'environnement, c'est pas réellement une préoccupation quand on est en zone de guerre et notamment dans ces zones absolument terrifiantes de la ligne zéro, où, ça bombarde en permanence, ça envoie des la forêt est détruite, tout bosquet est supposé être à l'abri d'un bunker, donc est rebombardé, donc voilà. Les modalités de conduite des opérations militaires sont, à la base, pas très favorables à l'environnement. Donc ça, c'est un premier point. Heu, le 2e, c'est qu'évidemment les Ukrainiens savent que ce terrain qui est détruit, un jour, ils espèrent, redeviendra le leur et ils disent, j'espère qu'il y aura des gens qui penseront et investiront pour restaurer, mais pour l'instant, voilà, quand on est, dans les tranchées, ou dans les bunkers de la ligne zéro, ou un petit peu même après, c'est l'environnement quand il est vu, il est soit vu comme un danger, parce on est trop visible, soit vu comme une protection possible parce qu'on peut s'y cacher. Avec les saisonnalités, hein, maintenant, il y a plus d'arbres, il y a plus de feuilles, donc on se cache plus sous les arbres, quoi. Donc moi, quand les dernières fois où j'étais allé, où il y avait on entendait les bzz des drones, on se planque sous les arbres, on attend que ça passe et on est là avec notre petit détecteur de drone, on voit ça y est, il est sorti, on peut repartir. En hiver, ça marche pas, donc voilà, donc c'est des éléments un peu clés, autour de ça. Alors juste peut-être le dernier point. Heu, on a commencé, moi j'étais sans doute un des premiers à parler là-dessus en février-mars 2022. Hem, l'histoire des guerres en Ukraine, c'est lié à des éléments climatiques très forts. Donc gel et dégel. Ce que tout le monde appelle la Rasputitsa, que les Ukrainiens appellent Biez Darog, c'est-à-dire sans chemin, sans route. C'est des périodes où les argiles sont liquéfiées et où c'est très difficile de circuler, on s'embourbe et cetera. Les les images des tanks qui étaient bloqués sur des routes, qu'on a vues, en février-mars 2022, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas sortir de la route parce que des 2 côtés de la route, c'était la bouillabaisse, et donc on attend soit le retour du gel, soit le retour de la sécheresse. Donc ça fait partie de ces éléments, alors les militaires, sont toujours très attentifs à ces questions de climatologie, hein. Il y a pas une opération, qui se prépare sans qu'il y ait des briefings, météo, quotidiens. Mais voilà, donc en Ukraine, ça prend des formes aussi très particulières à cause de cette question sécheresse, humectation, gel, dégel, réhumectation et cetera. Quels instruments existent aujourd'hui pour, faire face et pour encadrer les dommages, environnementaux? Qu'il s'agisse soit des dégradations, involontaires ou du ciblage intentionnel d'infrastructures, comme on disait tout à l'heure. Comment est-ce que le droit international permet-il de définir ces atteintes et est-ce qu'il, peut est-ce qu'il réussit même à les réguler? Alors, le droit, c'est quand même pas mal codifié là-dessus, hein, avec les conventions de Genève de 49, avec les protocoles additionnels de 77, avec toute une série d'efforts normatifs des Nations unies contre ça. Donc il y a des instruments, juridiques qui sont maintenant en place. La question, c'est toujours éventuellement le respect du droit, hein, et d'autant plus, cette problématique de, la proportionnalité. Quelle destruction est acceptable pour la conduite des opérations et quel niveau n'est pas acceptable? Heu, Comment est-ce qu'on tape et on détruit les ressources environnementales, les ressources, énergétiques et cetera, pour faire mal aux civils ou pour, conduire des opérations? Et c'est là où il y a des enjeux, d'interprétation. C'est là où, hélas, dans le monde où on est, où le multilatéralisme est largement en danger, on se pose toujours la question du rôle du droit
dans tout ça et on a des grosses inquiétudes. Justement, c'était ma question. Dans ce contexte-là où le multilatéralisme est fragmenté, où le droit international semble aussi s'affaiblir, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce droit soit justement toujours respecté? Comment répondre à tous ces discours qui affirment que le droit international est mort? Alors le droit n'est pas mort, mais le droit, est en danger et le droit, évolue. Donc ça, c'est un premier point. Le 2e, c'est, il faudra des preuves et trouver ces preuves, ça demandera des moyens. Les Ukrainiens sont déjà très fortement engagés là-dessus, le programme des Nations unies, pour l'environnement aussi, il y a toute une coalition, autour de Margareta Wallström, l'ancienne ministre suédoise, qui travaille là-dessus. Donc il y a toute une mobilisation pour qu'on arrive à un moment, si ce n'est au crime d'écocide, au moins des enjeux de réparation et de reconstitution d'un environnement. Donc ces choses-là se sont en travail, hein. Il y a vraiment des équipes assez fascinantes, côté ukrainien qui bossent là-dessus. Mais voilà, ça demandera après, la volonté de la communauté internationale de vouloir vraiment faire appliquer ça. Et c'est vrai que quand on voit les discussions actuelles, sur la gestion des négociations, on peut avoir des inquiétudes. Et le concept d'écocide, effectivement, c'est une voie potentielle. Est-ce que, dernière question, vous pourriez revenir un petit peu sur ce concept-là, nous l'expliquer? On entend de plus en plus par des chercheurs, dans les médias aussi, pour mettre un mot sur justement ces impacts environnementaux et climatiques qu'on voit dans des contextes de guerre. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de contexte, peut-être, sur ce mot pour finir? Alors le contexte d'écocide n'est pas lié par rapport au conflit, mais est lié à des pratiques de multinationales qui ont eu des impacts assez terrifiants sur, l'environnement et notamment, sur l'environnement, habité par des communautés autochtones. Et donc d'un seul coup, les communautés autochtones se sont, organisées pour poser la question: «Mais est-ce que vous avez le droit de détruire notre environnement comme ça? Car si vous détruisez notre environnement, notre communauté va mourir aussi». Donc c'est né un peu dans cette dynamique, très, latino-américaine, des communautés mises en danger par les pratiques de grandes compagnies, multinationales. Et donc à partir de là, ça a évolué. Ça a évolué d'une part avec la tentative de mise en cohérence de ça avec, le droit privé, le droit public. La tentative de faire émerger, le droit des communautés, hein, la fameuse, Mama Terra, la terre-mère, qui est donc arrivée à essayer de potentiellement de donner une, personnalité juridique à des fleuves, à des écosystèmes, habités par des communautés. Donc il y a toute cette dynamique qui va dans cette direction-là. Et puis quand même, on a, la réflexion sur, les reconstructions post-crise, qui les finance. Ça a d'abord été plutôt sur les réflexions sur les routes, les hôpitaux détruits et cetera et c'est en train de transiter vers l'impact de l'environnement et donc des enjeux de pénalisation des gens qui ont détruit, l'environnement, destructeurs-payeurs, quoi. Donc on va dans cette direction. C'est pas simple, hein, mais voilà, ça va dans cette direction et c'est bien. Merci beaucoup, François, pour cet échange. Merci d'avoir été avec nous pour discuter de l'empreinte environnementale et climatique des conflits, de ce sujet qui est souvent omis quand on parle des conséquences des conflits. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à consulter notre site internet défenseclimat.fr pour plus d'informations et de contenu sur les thématiques liées au climat, à la sécurité et à la défense. La dernière note de l'Observatoire sur l'instrumentalisation des vulnérabilités climatiques s'intéresse justement à cette question, donc n'hésitez pas à aller la consulter pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Merci à tous. Merci. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr.
Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.